La parole est à Monsieur Bruno Millienne, rapporteur de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République. Attends, je n'ai pas commencé. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mon cher Nicolas, mes chers collègues. À la demande des groupes démocrates et gauche démocrate et républicaine, la conférence des présidents de notre Assemblée a finalement décidé, près de 15 mois après sa transmission, d'inscrire à l'ordre du jour la proposition de loi encadrant l'intervention des cabinets de conseil privés dans les politiques publiques. Ce texte est très attendu. Il fait suite, comme l'a rappelé mon collègue Nicolas Sansu, avec qui j'ai eu grand plaisir à travailler, aux travaux de la commission d'enquête du Sénat sur l'influence croissante des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques, qui avait dressé un constat mitigé du recours par l'État à ces cabinets, relevant l'importance des dépenses consacrées et les insuffisances du cadre actuel. La proposition de loi traduit sous forme législative l'essentiel des propositions de la commission d'enquête. Elle prévoit pour cela des mesures nouvelles pour les cabinets de conseil comme pour les administrations que l'on peut classer en 3 catégories. Un principe de transparence d'abord, des règles déontologiques et des obligations déclaratives enfin. Je tiens à souligner que le gouvernement a procédé à des ajustements majeurs dans son recours au cabinet de conseil en prenant en compte les remarques de nos collègues sénateurs. Ces dispositions sont ambitieuses, mais souvent trop lourdes. Au cours de nos travaux, nous avons été soucieux de rechercher un meilleur équilibre entre les obligations prévues par le texte et le nécessaire encadrement de l'action des cabinets de conseil. Nous avons cherché à faire en sorte que ces obligations soient mieux proportionnées aux risques et aux enjeux, et de ce fait plus opérationnelles. La commission des lois a adopté 64 amendements et a procédé à des ajustements significatifs. La commission a tout d'abord recentré le champ d'application du texte, tant du point de vue des administrations bénéficiaires que des prestations de conseil concernées. Nous avons resserré le champ des établissements publics de l'État concernés aux seuls établissements dont les dépenses de fonctionnement sont supérieures à 60 millions d'euros, afin de ne pas y attraire les plus petites d'entre eux pour lesquels les enjeux paraissent limités. Nous avons exclu la Caisse des dépôts et consignations du fait des spécificités de cet établissement et avons prévu des obligations de transparence équivalentes, mais selon des modalités adaptées. Pour des raisons analogues, je soutiendrai l'amendement de notre collègue Gilles Legendre sur les établissements non administratifs et celui de Jean-René Cazeneuve sur l'APE pour les exclure du champ du texte. La Commission a également modifié le champ des prestations informatiques concernées et l'a limité aux seules prestations les plus stratégiques. S'agissant des collectivités, comme l'a rappelé Nicolas Sansu, nous avons proposé d'approfondir la question plutôt que de nous prononcer hâtivement. Deuxièmement, la Commission a recherché une meilleure proportionnalité et une plus grande subsidiarité dans la mise en œuvre des obligations déontologiques. Nous avons transformé la déclaration exhaustive, exacte et sincère des intérêts en une attestation d'absence de conflit d'intérêts pour les prestataires comme pour les consultants. Ainsi, dans le cas où le prestataire ou le consultant estimerait être en situation de potentiel conflit d'intérêts, il devra en déclarer les raisons à l'administration et seules les informations pertinentes seraient alors transmises à cette dernière. Plusieurs difficultés avaient été soulevées concernant la déclaration d'intérêt telle qu'elle était envisagée dans le texte du Sénat. Les informations exigées étaient trop nombreuses, trop intrusives, trop complexes à contrôler et potentiellement sans lien avec les risques en présence. Le nouveau dispositif est plus souple, mais n'est pas moins exigeant. S'agissant d'un document opposable, il sera tout aussi efficace juridiquement pour prévenir les conflits d'intérêts. Nous avons par ailleurs décidé d'associer les référents déontologues des administrations concernées dans une recherche de subsidiarité. S'agissant, troisièmement, des obligations de transparence, notre commission a approuvé le principe des obligations de transparence prévues par le texte et n'a pas modifié sur le fond la nature des informations concernées. À l'article 6, la commission a prévu que l'évaluation de la prestation, qui doit être systématiquement réalisée, doit justifier pourquoi l'administration a recouru à une prestation de conseil plutôt qu'à des ressources internes. Nous avons également harmonisé les obligations de publication avec les protections prévues par le droit de la communication des documents administratifs et nous avons explicitement prévu la compétence de la CADA pour statuer sur les éventuels refus de communication. Nous avons enfin et quatrièmement allégé d'autres obligations
et nous avons notamment assoupli celle relative aux audits de sécurité informatique. Pour conclure, le texte que nous nous apprêtons à examiner est important et attendu par nos concitoyens. Des allègements supplémentaires de forme et non de fond vous seront présentés par le gouvernement. Nous nous apercevons avec les crises que nous traversons qu'il faut absolument arrêter la suradministration qui gangrène les moyens de l'État. Je soutiendrai donc ainsi les simplifications et vous appelle en responsabilité à faire de même. Merci. Merci, monsieur le rapporteur.